2021 qu'il va falloir programmer des formations pour que nous puissions maîtriser un peu les contours de la décentralisation pour pouvoir mieux jouer notre rôle dans le développement de la communauté. C'est dans cette optique que nous avons intégré dans le budget 2022 une formation à notre endroit. Et ne soyez pas dérangés que certains agents, chefs de mission qui nous représentent ou bien qui font le travail sur le terrain ici à la mairie soient avec nous pour profiter de cette formation et bien entendu nous appuyer dans notre tâche qui est le développement. Donc nous avons sollicité un cabinet pour nous faire cette formation. Vous savez que la décentralisation mise en œuvre, disons, il y a 3 ans, nous a permis de faire les premiers pas dans nos tâches au niveau des communes. Et les conseillers ont besoin de formation. D'abord pour comprendre même ce qu'est la décentralisation. Donc nous avons eu à aborder un premier thème sur la décentralisation qui a occupé le premier jour. Alors, l'élu local, par le système des élections, représente les populations de sa localité. Il est un homme politique, assez proche du citoyen, et donc les actions sont bien perceptibles par les populations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, au Togo, nous avons les députés. Ils sont élus par la population. Vous comprenez? Quand ils sont en vacances, ils retournent dans leur circonscription électorale. Maintenant, on les a obligés. Ils ont ce qu'on appelle le bureau du député. Ils ont l'obligation de créer un bureau, avoir une petite unité pour recueillir la population, voir les populations. Et quand les conseillers là, et les députés là vont arriver là, ils vont constater que les conseillers sont déjà sur le terrain. C'est par rapport à ça. Comprenez que vous êtes les électeurs les plus proches des citoyens. Le député, il vient quand il est en vacances. Il n'a que son bureau qui le représente. Et que chose. Mais vous, tous les jours, vous êtes avec les citoyens. Il y a une inondation, c'est le conseiller municipal qu'on appelle. Ce n'est pas le député. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit que vous êtes des agents mobilisateurs. Vous voyez? Donc vous êtes les gens plus proches et les actes que vous posez, c'est ça qui est plus perceptible par les citoyens. Un autre aspect, c'est que avec la décentralisation, l'État a délégué certains pouvoirs aux communes. Mais l'État ne peut pas tout seul contribuer au développement des communes. C'est pourquoi nous devons développer certaines aptitudes. Par exemple, à monter des projets qu'on pourrait soumettre à des bailleurs. Les bailleurs ont leur procédure, ce qu'ils demandent lorsque vous voulez leur soumettre un projet. Mais nous avons besoin d'une science de base qui nous permette, n'est-ce pas, de monter des projets à soumettre à des bailleurs. Donc on a eu un deuxième module qui est le montage des projets à soumettre aux bailleurs, le fonds, qui nous a été présenté de façon très pratique. D'abord on a abordé le cas de logique, le cas de résultat, le cas des mesures de performance. Et nous avons abordé la théorie du changement, le concept du cas logique et des résultats. Puis, après, nous avons vu aussi la fiche de présentation du projet. L'aide devait
aider à sortir de l'aide. Parce que dans certaines situations, on ne peut passer que par ce canal-là, mais utiliser ce projet dans son exercice par un autre moyen de mobiliser des ressources lorsqu'on veut donner de la pérennité au projet qui a été financé par quelqu'un d'autre. C'est ce quelqu'un d'autre-là qu'on appelle bailleur. Je reviens sur Togocom, Move, Atlantic Bank, etc. Surtout avec la convertibilité de notre argent, la quantité d'argent qui sort de ces structures pour rentrer dans leur pays parce qu'on leur donne la possibilité d'évacuer la totalité de ce qu'ils produisent. Si on évalue ça ici, qu'ils ont l'obligation d'investir dans le pays, devrait leur donner le document de projet. Devrait. Donc, bailleur de fonds, ce n'est pas toujours Banque mondiale, WAD, etc., etc. Même la BTCI chez nous peut être bailleur de fonds. Pourquoi pas? Ils ont des produits financiers. Ils ont des produits financiers. Ils peuvent être des bailleurs de fonds. C'est que on a refusé de dire. Tout simplement, c'est tout. Dans certains documents de projet, hein, on parle de extra, effet et impact. Hein. Et c'est là, au niveau de la GOS, elle dit que bon, certains font des planifications par résultat. Quand on fait la planification par résultat, on parle d'effet et impact. Mais quand on fait la planification par objectif, on parle objectif spécifique et objectif général. Donc, dans les documents de projet, ou bien quand vous êtes en train d'élaborer un projet, ou bien vous êtes avec un partenaire qui vous parle d'objectif général, il faut savoir qu'il parle de l'impact. Et quand avec un autre partenaire, vous avez des objectifs spécifiques, il faut savoir que c'est les effets qu'ils veulent chercher à travers ce terme. Et je vais vous le dire tout de suite, au niveau de la Banque mondiale, objectif général, eux appellent ça objectif de développement. Ils appellent objectif de développement. Impact, tout ce qui est impact aussi, c'est objectif de développement. Aujourd'hui, je crois que nous sommes 23 et nous pouvons nous mettre au travail lorsque nous aurons identifié des besoins, être capable de monter des projets et de pouvoir les soumettre à des bailleurs en respectant les fiches protocoles que les bailleurs ont. Il y a un autre module très intéressant parce qu'au niveau de nos communes, nous faisons face à la gestion des services publics locaux. La commune est là pour satisfaire les besoins des populations. Nous ne sommes pas des commerçants, mais nous offrons des services pour le développement de la commune, pour mettre à l'aise les populations, pour construire la cité. Et tout cela demande que nous puissions comprendre le sens ou les principes du service public, avoir les notions de service public et les modes de gestion des services publics et l'évaluation de l'impact et de la qualité du service public, les enjeux du service public. Et tout cela, nous l'avons abordé dans un troisième module qui est la gestion des services publics locaux. Le service public local est soit à caractère administratif, ça concerne les services de la municipalité. À ce niveau, c'est l'administration. Soit à caractère industriel, les industries de fabrication, des manuels scolaires par exemple. Ça, c'est une entité dans un pays ou bien dans une municipalité. En tout cas, sur un territoire donné, il n'y a pas que ça. Les industries à caractère industriel, les services à caractère industriel, par exemple,
les sociétés de fabrication de ciment et autres, de production d'électricité et autres, bien que ça soit privé, mais ces sociétés bénéficient du regard attentif de l'État, service public. Et ces sociétés ne peuvent pas fixer les prix ou bien le prix de leurs produits sans l'aval de l'État. Il y a donc une convergence qui s'établit pour pouvoir, tenant compte des récessions économiques, c'est-à-dire des crises économiques, tenant compte aussi de la cherté du coût de la vie, on fixe les prix. Nous en avons appris beaucoup et cela nous permettra, au niveau de nos délibérations, au niveau de nos recommandations à l'exécutif, de faire en sorte que les services publics offrent un meilleur accueil au public, aux populations, et faire en sorte que les populations soient satisfaites de notre travail au niveau communal. Mais plus intéressant encore, nous avons le dernier module qui a porté sur les rapports entre les acteurs de la commune, les questions de signature des actes et puis les compétences que nous avons. Donc on a eu à voir les rapports entre les acteurs de la commune, les implications et les types de rapports, et puis la question de signature des actes et les compétences. Et nous avons parcouru tous les cas, la délégation de compétences, la délégation de signature. Lorsque vous prenez ce tableau pour pouvoir un peu caricaturer les rapports, les liens qui peuvent exister, sachez que au sein d'une institution, organisme, d'une administration, il y a fondamentalement deux types de rapports ou liens. Donc, rapport hiérarchique et les rapports fonctionnels. C'est les deux types de rapports fondamentalement qui existent dans le cadre de la gestion d'une entité. Donc, les rapports ou liens hiérarchiques et les rapports ou liens fonctionnels. Alors, lorsque nous prenons la colonne, vous allez voir, acteurs de la commune, il y a d'abord le maire, les adjoints, les conseillers, les présidents des commissions, le secrétaire général, le DAF, la direction, les directeurs, les chefs de service, le personnel d'une manière générale. Alors, je voudrais juste rappeler au passage que au sein de toute commune, institutionnellement, il y a un organigramme institutionnel. L'organigramme institutionnel, c'est que il y a d'abord le conseil municipal, l'organe de décision et d'orientation stratégique. Ensuite, nous avons l'exécutif. L'exécutif de la commune. Et ensuite, nous avons les commissions, les différentes commissions. Et donc, qui sont des organes d'appui et de conseil, d'orientation et de suivi. Et donc, lorsque vous prenez les tests, il y a cet organigramme préétabli institutionnellement où le conseil municipal est l'organe suprême et il y a l'exécutif et les commissions. Et maintenant, à côté de ça, il y a un organigramme administratif qui doit être envisagé ou élaboré au niveau de la gestion quotidienne. Donc, l'organigramme administratif qui part déjà de l'exécutif, le secrétariat général, les directions et les services, divisions ou sections qui sont là. On est dans un organigramme administratif chapeauté par l'exécutif qui gère pour le bon fonctionnement.
Alors, dans le cadre de ce dispositif-là, il y a des rapports, si nous ne les connaissons pas et que nous ne les comprenons pas, c'est ça qui crée des problèmes. Des fois, à tort ou à raison, on pense qu'il y a empiètement sur les compétences, où il y a des doublons. Et où des fois, on refuse d'obéir à X ou Y, ou d'exécuter tel ordre sous prétexte que X n'a pas le droit de me donner des ordres, ou je ne vais pas exécuter. Et donc, il faut que on ait à l'esprit déjà les différents types de rapports et quelles sont les implications de ces rapports-là dans le cadre du bon fonctionnement de l'institution qu'est la commune que vous incarnez. Alors, on revoit la même chose sur la colonne verticale, donc horizontale et verticale, à dessin, pour pouvoir faire les liens. Alors, nous allons, l'exercice, c'est que quand nous prenons le maire, alors vous allez voir qu'il y a un vide ici. Bon, le maire et le maire, c'est le même maire. Bon, il n'y a pas... Vous voyez? Alors, ensuite, lorsqu'on prend le maire et son ou ses adjoints, entre le maire et le maire adjoint, quels sont les rapports qui doivent exister? Alors, le maire et le maire adjoint, rapport ou lien de subordination. Le maire, c'est le chef de la commune. Donc, entre le maire et son ou ses adjoints, c'est un rapport de subordination. Ensuite, quand on prend le maire et les conseillers, rapport de subordination toujours. Quand on prend le maire et les présidents des commissions, rapport ou lien de subordination toujours. Le maire, c'est le patron. Et donc, entre lui et tous ces gens, c'est de lien de subordination. Là, nous sommes vraiment aguerris. Nous savons que, comme le conseil est là pour aider l'exécutif à mieux fonctionner, eh bien, je crois qu'à travers nos séances de conseil, nous allons mettre en place les protocoles les meilleurs pour permettre à notre commune d'être une commune de référence, comme nous l'avons toujours souhaité. Et sincèrement, sans vous tromper, elle a été vraiment enrichissante. Nous avons beaucoup appris sur qui doit faire quoi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la mairie a gagné énormément sur les pratiques à adopter pour ne pas faillir dans la procédure administrative. Il va falloir transmettre à nos collaborateurs qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation. Il y a eu les membres de l'exécutif, tous les conseillers étaient présents et quelques chefs de division. Donc c'est de notre devoir, nous chefs de division qui ont eu la chance de participer à cette formation avec les conseillers, de transmettre à nos collaborateurs pour que cette nouvelle pratique, cette nouvelle donne change dans le futur. À l'endroit de l'exécutif, nous tenons déjà à remercier au prime abord ce bureau de conseil qui s'asseye tout le temps pour décider de ce qu'on doit faire pour l'amélioration des activités de la commune. Remercier dans un deuxième temps le maire et la SCG pour avoir vraiment pris sur eux d'associer les agents de la mairie à cette formation. Sincèrement, nous tenons à leur dire un grand merci et qu'ils vont ressentir d'ici peu de temps l'impact que cette formation aura eu sur le personnel, pourquoi pas sur l'exécutif aussi. Le mot, c'est que au niveau du conseil, à partir de cette formation, nous devons savoir identifier nos besoins et permettre à l'exécutif de programmer
des formations pour que nous soyons à l'aise, n'est-ce pas, dans tout ce que nous pouvons apporter à la commune et laisser une trace pour ceux qui vont nous remplacer, parce que le mandat c'est 6 ans, hein, nous avons déjà fait la moitié, donc après 3 ans maintenant, il faut que d'autres viennent, et quand ils vont venir, il faut qu'ils trouvent un terrain bien déblayé et qu'ils soient beaucoup plus performants que nous qui avons été des pionniers.